Salut les Impraptors, si jamais vous aimez les commandants sous-joués et les decks Voltron, vous êtes au bon endroit. On a une liste à vous présenter aujourd'hui qui est magnifique et qui met vraiment beaucoup de claques. Mais juste avant, si jamais vous voulez acheter des cartes, n'hésitez pas à le faire via le Remy Card Trader avec le code ASG10 pour 10% de réduction sur vos singles. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'attaque à la decklist de Nehwin, un de nos dieux pharaons. Vous allez voir, la liste elle a été améliorée par ma personne, mais également par Sakado en live. Les restrictions que Nehwin avait données, c'était pas de limite niveau budget, donc infini money. Un bon bracket 3, on pouvait couper les game changers de la liste, ça lui dérangeait pas. Il a remarqué que le deck manquait de protection, donc on a essayé de justement améliorer ça, et il y avait une hésitation entre l'aspect de comme go wide, donc de générer beaucoup de créatures pour attaquer, et l'aspect un peu plus Voltron du deck, donc de vraiment avoir un gros ton qui tape. Donc sans plus tarder, le commandant sous-joué que je vous ai hypé tant, c'est Cassandra Eaglebearer, un chef que vous avez probablement jamais vu. C'est 3 mana en Boros pour une 2-2 haste. Et elle dit que lorsqu'elle rentre en jeu, on pourra chercher notre graveyard, notre main ou notre librairie pour une carte qui s'appelle The Spear of Leonidas et la mettre directement en jeu. Et dès qu'une créature qu'on contrôle avec un équipement légendaire connecte, on va pouvoir piocher une carte. Là, vous vous dites, bon, Cassandra, ok, ça fait piocher un peu de cartes, ça tutor une carte, mais justement, l'équipement en question que ça tutor, la Spear of Leonidas, ça va être quand même important, on va aller la lire immédiatement, parce que c'est quand même une des cartes qu'on a décidé de cookie le deck auto. Donc, Spear of Leonidas, 3 mana pour un Legendary Artefact équipement, il s'équipe pour 2, et il dit que lorsque la créature équipée attaque, on va pouvoir choisir un. Soit on va pouvoir faire Bull Rush et donner Double Strike à la créature, soit on va pouvoir faire Summon et créer un Legendary 3-2 Red Horse, ou Révélation pour défausser 2 cartes, puis piocher 2 cartes. Donc, comme vous pouvez peut-être le comprendre, Cassandra, ça rentre early, ça le haste, on rentre directement la Spear en jeu dès qu'elle rentre en jeu, qu'elle soit n'importe où, et après ça, dès qu'on a une créature justement équipée qui va connecter avec un équipement légendaire, on va piocher de la carte. Donc le chef va nous offrir beaucoup de pioches, il va nous offrir une threat qui va arriver très vite dans la partie, et il va avoir l'option, un peu comme les decks Akiri, de un peu vouloir go wide pour piocher davantage de cartes. Du côté de la Spear, on a quand même du Double Strike qui est assez puissant, c'est le mode qu'on va choisir dans la plupart des cas, à moins qu'on l'ait déjà en jeu. Mais sinon, l'option de pouvoir défausser 2 cartes pour piocher 2 cartes, vous allez voir, il y a quelques petites synergies assez intéressantes avec ça. Puis le Horse, ben, si jamais on a besoin d'un bloqueur, ça peut nous en faire un. Mais bref, Cassandra, moteur de pioche, puis la Spear, n'oubliez pas, ça nous donne Double Strike et surtout peut nous creuser dans notre deck, dans le fond, si on a besoin de quelque chose. Un gros merci à tous nos dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Lil Cracking, Phil, Nehwin, le Loutre, Ethan et notre nouveau dieu Saint-Bénet. Et un énorme merci à nos 3 dieux pharaons, Lynx, Davina Jones et Fenzi. Donc, on a fait 30 changements au deck, puis on va s'attaquer tout de suite au cut. Donc, il y avait des créatures qui nous aidaient justement sur le plan de jeu d'avoir des créatures pour avoir après ça des équipements légendaires dessus pour attaquer. Des cartes comme Jorkadeen, First Gold Warden, qui est une petite créature qui va pouvoir se buffer selon le nombre de créatures équipées qu'on contrôle. Par exemple, si son attaque est assez grosse, on va pouvoir piocher une carte. Le problème avec la carte, c'est que ben le payoff qu'on a, c'est qu'on a un gros ton trample, disons, puis on va pouvoir piocher une carte. Mais il fallait vraiment qu'il y ait beaucoup de créatures qui attaquent avec lui pour qu'il devienne justement assez immense. Parce que c'est quand même pour chaque créature équipée, donc ça se fait pas super facilement. Fait que souvent il allait juste se gonfler de peut-être 2-3 gros max. Donc on a décidé de le couper pour des meilleures cartes. Cole de Forge Master. Je pense que Cole c'est genre une des cartes que on peut vraiment faire un deck assez fort autour, très combo I. Mais dans le 99, je trouve pas qu'il est super excellent. Il nous offre justement une espèce de forme de protection, mais pour vrai, c'est pas super nécessaire. Mary Squire of Rohan, encore une fois, c'est une carte qui nous permet d'aller encore un peu go wide. Donc, qui va nous permettre de piocher des cartes peut-être avec notre Commander si on réussit à lui équiper un équipement dessus. Puis Mary elle-même nous fait piocher. Le seul problème, c'est que, comme j'ai dit, le Commander va nous offrir quand même 2 cartes par tour si on a l'équipement dessus puis qu'on lui donne Double Strike. Vu qu'elle va connecter 2 fois. Donc, piocher, ça va pas tant être un gros problème avec le deck. Donc, Mary était pas super intéressante. Puis un peu de la même manière, Willette aussi. Un autre Commander que vous pouvez jouer dans vos decks Boros équipement. Donc lorsqu'il attaque, on pioche une carte pour chaque aura ou équipement attaché dessus. Mais là encore une fois, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'équipements dessus. Puis dans notre deck, on veut vraiment au pire avoir 3 créatures qui ont chacun un équipement légendaire dessus pour qu'on pioche. Donc Willette, qui voulait avoir plein d'équipements, pas super intéressant. Puis c'est quand même notre curve à 3 qui est pour notre Commander. Puis il n'y a pas Haste. Et finalement, Lauren, je pense que c'est une des cartes qu'on aurait pu laisser dans la liste. Elle nous offre à la fois du Removal, c'est une créature légendaire, puis vous allez voir, il y a des petites sub-synergies dans la liste, et elle va pouvoir nous faire piocher des cartes.
Puis elle a aussi vigilance, donc elle porte quand même bien les équipements. Comme j'ai dit, c'est une carte qui aurait pu rester dans la liste, mais il fallait faire des cotes à certains endroits, donc on a décidé de trimmer Lauren. Elle apportait peut-être pas assez justement de value pour la liste. D'autres cartes qui aidaient justement dans l'espèce d'esprit de Go Wide, mais qui coûtent un peu plus cher en mana. Eivor Battle Ready coûte 5 de mana à poser, va souvent faire à l'attaque peut-être genre 3 dégâts, 4 dégâts. Genre, c'est pas assez impactant pour un 5 drop de juste faire 4 dégâts face à nos adversaires. Donc on a décidé de la trimmer. Danita, qui permettait justement de ramener un équipement de ton grave en jeu, attaché dessus. Le problème, c'est que nos pieces à 5 mana, généralement, ils vont tous ramener nos équipements en jeu qui sont dans le cimetière. Donc s'il y a un board wipe, Danita est quand même une cool carte pour revenir. Mais on avait déjà Mantle of the Ancient qui le fait pour tous nos équipements, donc c'est encore meilleur que justement Danita. Et Bruenor Battle Hammer qui permet dans le fond de cheaper le coût d'équipement de un équipement par tour à 0 et qui va se gonfler. Il va pas tant se gonfler parce qu'on veut vraiment juste en mettre un dessus, on se rappelle avec Cassandra. Puis sinon, ben, Bruenor, payer 0 pour un équipement, c'est cool. Mais on a déjà des trucs pour cheaper le coût d'équipement, puis pour une piece à 4 mana qui peut mourir à un wipe ou quoi que ce soit, on préfère pas. Et finalement, Bayek qui donne à nos historiques Double Strike. On l'a déjà avec le chef. Ça peut être intéressant de l'avoir une deuxième fois. Je sais qu'il y a, si je ne m'abuse, il y a Rayav dans la liste qui donne à Double Strike à tes créatures lorsqu'ils attaquent. Donc, puis ça coûte beaucoup moins cher que 5 mana quand même. C'est vraiment de l'abus. Fait que c'est pour ça qu'on l'a trimé également. Après ça, dans l'interaction, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de cartes qu'on a décidé de couper. Premièrement, le board wipe Blasphemous qui va juste wiper toute ta progression. T'as pas de meilleur temps de donner indestructible à ton chef. Donc, recommencer à 0 ton plan de jeu, c'est pas super intéressant pour toi. Surtout qu'en plus d'être une liste Voltron qui va avoir une créature principale, mais qui peut aussi mettre des petites créatures sur le côté pour attaquer avec. Là, dans ce cas-ci, ton Blasphemous est encore plus nocif pour toi parce que là, il va te couper ton commander et 2-3 créatures de plus. Donc, pas super intéressant. Boros Charm, qui va être une manière de comme protéger la team, le chef et tout ça. L'aspect Double Strike, on s'en fout un peu dans la liste vu que notre équipement Spear of Lindos le donne déjà. Puis le 4 dégâts face, c'est souvent anecdotique en commander. Puis je trouve que de l'indestructible, ça protège plus assez contre les board wipes et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le couper. Un peu de la même manière que Flawless Maneuver, qui également octroie seulement de l'indestructible. Dans le cas de Teferi's Protection, on voulait juste couper des Game Changers comme on l'a dit au début. Donc on a coupé Teferi's Protection. Inventory Management, 2 mana split second. Pour chaque aura équipement, on peut les attacher à une créature. Je l'ai mis dans l'interaction parce que c'est une forme de board wipe insurance. De genre, on vient de se faire wiper, on rejoue Cassandra. On joue ça pour 2 mana, on remet tout dessus, puis on peut recommencer à swinger. C'est juste que ça, c'est si on est vraiment en arrière, tu sais. Ou si on a réussi à mettre beaucoup d'équipements, puis on n'a pas réussi à les équiper gratuitement, mais il y a beaucoup de cartes qui nous aident à cheaper le coût d'équipement. Donc ça va souvent pas être un problème. Fait que je trouvais que la carte était comme malaisante dans les cas où est-ce que justement elle va juste être dans notre main, puis elle va pourrir là parce qu'elle aura pas vraiment d'utilité. Sword to Plowshare, c'est peut-être le cut le plus contesté, disons, de la liste. T'exiles une créature, l'adversaire gagne de la vie égale à son power. Mon problème avec Sword, c'est qu'on a déjà Pat dans la liste qui ramp un land. On avait parlé, je pense, dans. Je suis plus sûr en fait. Je pense que c'est dans une vidéo qui n'a pas été encore release, mais j'avais parlé de la différence entre Pat et Swords pour les listes aggro. Puis là, dans ton cas, ça se peut que tu tues pas nécessairement au Commander Damage vu que tu as d'autres équipements puis d'autres créatures qui peuvent porter les équipements. Donc, dans le cas où est-ce que tu veux enlever un dernier bloqueur à quelqu'un pour pouvoir passer tes créatures, tu vas préférer ne pas avoir Swords comme Removal puis avoir d'autres choses à la place qui donnent pas de vie parce que si tu lui donnes, je sais pas moi, il y a un 12-12 ou un 10-10 en jeu ou juste une 6-6, ça lui donne quand même 6 HP pour peut-être rebooster un peu ses points de vie puis survivre à ta phase d'attaque. Pour continuer avec nos codes, on va passer vite sur le RAM. Je t'ai coupé Soul Ring parce que je le coupe à toutes les listes de mes Patreon. Puis je t'invite à le faire à la maison aussi, mais pas plus de mots là-dessus. Sinon, j'ai coupé Boros Signet. On va ramper de d'autres manières que ça dans le deck. Foundry Inspector qui était assez cute dans la liste. On avait comme quand même une bonne densité d'artefacts, mais c'était peut-être le moins efficace de la liste. Je veux dire, c'est juste un réducteur et c'est tout. Puis on a quand même beaucoup de créatures aussi dans la liste, fait que c'est pas comme s'il réduisait comme 50% du pack ou 60% du pack. Et finalement, Just Cause Will, encore une fois, pour couper un Game Changer. On a coupé 2 tutors à ta liste, Open the Armory et Forging the Tyrant Sword. Open the Armory va pouvoir tutor pour un équipement pour 2 mana. On avait des versions beaucoup plus efficaces que ça. On a Steel Shaper Gift,
à 1 mana qui fait basically cet effet-là. Puis sinon, on a les créatures version de Open the Armory comme Cloud et Stormforge Mystique qui vont juste être meilleurs parce qu'ils offrent un body en plus pour justement porter les équipements que tu vas chercher. Puis avec Cassandra, on se rappelle, dès que tu as des créatures qui connectent avec des équipements légendaires, tu pioches. Donc c'est important quand même d'avoir des créatures si on veut comme piocher à foison. Et Forging the Tyrant Sword, je trouvais ça juste lent de genre faire un trésor. Puis là, tu stores Alvar, puis tu le mets dans ta main. Tu le mets même pas en jeu. Fait qu'après 3 tours, tu vas justement avoir ton effet important. Puis de te faire un petit trésor pour 3 mana 2 fois, là, c'est super lent. Là. Pour les équipements, ce qu'on a décidé de trimmer, il n'y en a pas de tant que ça. On a voulu quand même garder une grosse densité d'équipements. On a coupé Bloodforge Battle Axe. S'il avait été légendaire, ça aurait été tellement cool. Mais là, dans le cas d'ici, il n'est pas légendaire. Il coûte quand même 2 à équiper. Si on réussit à le chipper le coup d'équipement, c'est cool. Mais dans ton deck, c'est pas nécessairement quoi qui va tout le temps arriver. Donc, payer 2 pour équiper la sword qui donne juste plus 2 d'attaque, c'est pas super cool. Trend Power Suit, qui n'est pas non plus légendaire, va comme buffer une créature pour chaque équipement attaché dessus. Mais on se rappelle, souvent le but, ça va soit être de go Voltron avec Cassandra, de lui mettre plein d'équipements dessus, puis là, le Trend Power Suit est excellent. Ou sinon, ça va être de mettre juste un équipement par créature, puis essayer qu'il connecte, pour essayer de comme creuser dans le deck et piocher beaucoup de cartes avec Cassandra. Mais là, dans ce cas-ci, le Trend Power Suit va juste donner un buff de +1/+1, peut-être +2/+2, puis le petit Ward 2 en plus, qui est comme la petite cerise sur le Sunday, mais j'ai décidé de le trimer justement pour ça. Helm of the Host et Color Complete étaient 2 équipements légendaires qu'on a coupés de la liste pour la simple raison qu'ils sont lents. Color Complete coûte 7 quand même à poser. On va pouvoir chipper après ça le coût d'équipement si on veut l'équiper sur autre chose. Mais surtout, il va rentrer tout de suite équipé au truc. Mais c'est juste que le dropper de notre main à 7 mana, si c'est pas avec Stormforge Mystique qui va le cheater comme en moderne, ça arrivera juste pas. Je veux dire, on va devoir dépenser 7 mana pour avoir ça. Puis si tu te mets à dépenser 7 mana pour ça, ben, c'est très fair game. Fait que je pense qu'il y avait moyen de justement couper un peu plus sur le coût de tes équipements. Et Helm of the Host prend vraiment beaucoup trop de temps à setup. Ça peut être cool de faire plusieurs Cassandra et tout ça, puis ça va juste montrer aux gens que c'est le meilleur Commander Voltron du monde. En plus, il est super underrated, mais Helm of the Host, un peu mid dans la liste. Et finalement, on passe à nos derniers cuts, c'est pour les lands. Donc, on a coupé 2 plaines, une montagne. On a coupé Terramorphic Expanse, qui est juste une espèce de genre slow fetch land qui va juste pouvoir aller chercher des basics, c'est pas hyper bon. Fury Calm Snarl, vu qu'on cut des basics, puis vu qu'il n'y en a pas tant que ça, il va avoir une grosse chance de rentrer tap. Donc, dès que vous upgradez vos listes de couleurs, là, je vous invite à couper les Snarl, la gang, ils deviennent assez mauvais très vite. Et Reliquary Tower, on n'arrête pas de dire depuis tantôt qu'on va piocher vraiment comme un con dans le deck, mais pas au point que je veux runner Reliquary Tower et me coter ma colorité avec la land, vu que c'est quand même un land colorless. Si le deck tournait vraiment autour de juste je veux piocher tout le temps plein de cartes, là ok, mais je pense pas qu'on va se rendre tout le temps à des 10-20 cartes en main puis que là on veut toutes les garder. Si jamais c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Il y a quand même des sick decks que les Patreon et moi on cook ensemble. Donc j'invite à vous abonner pour voir plus de brew vraiment cool. Puis sinon, ben, n'hésitez pas à like et à partager la chaîne, ça l'aide toujours. Donc on passe à nos ajouts. Pour commencer, ce qui était super important pour moi, c'était de rajouter des équipements légendaires pour qu'on proc encore plus souvent notre chef, qu'on soit sûr de le faire avec elle-même et ou d'autres petites créatures qu'on peut équiper. Lost Jit à 1 mana est juste excellent, il coûte juste 1 à équiper. On s'en fout si l'effet est comme un peu semi ou quoi que ce soit, puis là dans ce cas-ci, il est correct disons. C'est juste le fait d'avoir un équipement légendaire sur de quoi pour pouvoir piocher avec Cassandra. Donc on va pouvoir mettre des charges dessus pour détaper des lands, donc faire du mana, faire une créature ne peut pas bloquer, super cool dans un deck Voltron, ou mettre un compteur sur la créature équipée qui est également assez cool. Surtout que ça se convertit à l'équivalent de 2 dégâts de plus parce que Double Strike avec quand même notre équipement légendaire, la Spear. Après ça, Wrecking Ball Arm. Final Fantasy a apporté tellement de trucs cool pour les decks Voltron. Et dans ce cas-ci, c'est un équipement légendaire qui va faire que la créature équipée a Base Power Toughness 7-7. Elle ne peut pas être bloquée par les petites créatures de 2 power ou moins. Et ça s'équipe pour 3 sur les créatures légendaires. Donc tu comprendras que Newin, si tu fais passer ton Commander qui est une 2-2 en 7-7 qui peut pas être bloqué par les petites créatures, ça va assez mettre des tartes à tout le monde. Surtout que là, elle a Double Strike avec la Spear. Là, on parle de 14 dégâts qui peut possiblement pas être bloqué avec le Wrecking Ball Arm. Vraiment solide. Ma belle Ear to the Crack Flame? To Crack Flame? Je suis pas capable de le dire, mais bref. C'est une 3-3 qui donne à tes mice +1/+1, mais ça, on s'en fout. Et que lorsqu'elle rentre en jeu, on va créer Crack Flame, un Legendary Colorless Equipment qui donne +1/+1, Vigilance, Trample Haste et qui s'équipe pour 2. Ce qui est important,
c'est qu'on crée Crag Flame, qui est un équipement légendaire quand Mabel rentre. Donc, on va pouvoir équiper ça sur notre Commander, sur Mabel, sur une autre de nos créatures, pour avoir juste un équipement légendaire de plus, et avoir en plus de ça Mabel qui peut porter des épées. Donc c'est vraiment vraiment cool. Mabel, pour de vrai, super cool carte pour la liste. Et Iron Crag qui crée d'ailleurs Crag Flame, je pense, en tout cas qui s'appelle Everflame. En tout cas, ça vient de sets similaires et tout. Puis c'est juste un mana rock. On a remplacé une petite Boros signé précédent par ça. Mais lorsqu'on a une créature légendaire qui va rentrer, chose qu'il y a beaucoup dans le deck, on va pouvoir faire en sorte que notre Iron Crag devient un équipement légendaire qui s'équipe à une créature pour lui donner +3/+3. Il va plus être un mana rock, mais il va être rendu un équipement légendaire, ce qui va nous permettre de piocher des cartes dans le late game. Donc imagine à quel point c'est hot si tu t'es mangé un wipe ou tu as été un peu setback, et là plus tard tu n'as pas d'équipement légendaire, ben tu as ton Iron Crag que lorsque Cassandra va rentrer ou une autre créature légendaire genre Mabel, tu vas pouvoir tout de suite l'équiper pour essayer de recreuser dans ton deck pour des cartes. Vraiment cool. Et The Aether Spark de Aether Drift, vraiment cool dans la liste, vu que c'est un Legendary Artifact Planeswalker équipement, mais surtout il est légendaire. Donc le Aether Spark, on va pouvoir le mettre direct sur notre chef. Et là, imaginez avec le Double Strike à quel point c'est cool de pouvoir mettre 2 fois les loyalties qu'on fait en dégâts. Il y a des manières qu'on va avoir dans le deck de automatiquement l'attacher pour qu'on puisse tout de suite faire son habilité soit -5 ou -10. Je pense à Arden, qui au combat peut attacher automatiquement des équipements. Donc on va pouvoir directement le mettre, ou sinon l'enchantement à 1 mana, qui dit dès qu'un équipement rentre, on l'attache automatiquement. Donc on va pouvoir tout de suite profiter du Aether Spark sans même qu'on soit obligé de faire le +1 pour l'attacher, puis qu'on doive attendre un tour avant de l'utiliser. Vraiment cool. Puis en plus, l'Aether Spark a été gagné par la team d'Amonkhet, fait que qu'est-ce que je peux dire de plus? Et je pense que ma carte préférée que j'ai suggérée pour la liste, honnêtement, c'est genre le Golden Pig du deck, comme dirait Mitch de Commander Quarter, c'est le Honorworn Shaku. On disait précédemment que les créatures légendaires avaient une utilité, et c'est principalement pour cette petite batte là. Donc c'est un mana rock à 3 mana, puis là je sais que certains vont me dire « Mais Jerry, t'aimes pas les mana rock à 3, pourquoi est-ce que tu joues ça? » Parce que ce mana rock là à 3 va te produire tellement de mana. On peut l'engager pour du colorless, et on peut également tap un non-tap Legendary Permanent qu'on contrôle pour détap le Honorworn Shaku. Donc vous comprendrez que tous nos équipements légendaires, on va pouvoir les engager pour détap le Honorworn Shaku. Donc chacun de nos équipements légendaires, c'est comme l'habilité d'Urza, ils vont faire un mana dans l'idée. Et même toutes nos créatures légendaires qu'on veut pas passer en attaque avec parce qu'on vient des jouer, ils n'ont pas haste, on peut les utiliser comme, mettons, Mabel, on peut la taper pour direct détaper le Honorworn Shaku puis refaire du mana. On va pouvoir taper The Aether Spark, qui est un Planeswalker artefact légendaire. Donc, il y a plein de trucs vraiment neat. Donc, c'est un équipement qui va souvent être joué pour 3, puis qui va des fois pouvoir direct se refund pour faire 3 mana, puis des fois plus que ça. Donc, vraiment cool dans cette liste-là. Puis si vous connaissez pas la carte, vous jouez un deck de légendaire, je vous invite à la runner, ça fait plaisir. D'autres cartes de FF qui vraiment sont impactantes dans la liste, puis que je pense que, comme j'ai dit, FF c'est un bonbon pour toi. Il y a Cloud qu'on a mentionné plus tôt, que c'est une carte que j'ai rajoutée en fait à la liste, qui store un équipement, puis on le sait, lorsqu'il est équipé, c'est une habilité trigger d'un équipement, à trigger une fois de plus. Pas besoin d'en dire plus, c'est vraiment solide. Elite Trooper, 2 mana, 1/2 flying. Lorsqu'il attaque, on pourra donner une autre créature attaquante, flying, jusqu'à la fin du tour. Super cool pour qu'on puisse être sûr de connecter pour piocher de la carte et pour passer aussi en Voltron. Et les equip abilities que tu activates coûtent 2 de moins à activer. Donc ici, on va avoir un beau petit reducer, une belle manière de ramper dans le deck et de donner de l'évasion. 2 rôles qui sont super importants pour un deck Voltron. Et finalement, Sid, Free Flyer, Pilote, 2 mana, 2/2. Nos équipements et nos véhicules coûtent 1 de moins à jouer. Durant notre tour, Sid of Flying, donc cool pour pouvoir connecter avec lui. Et on peut l'engager pour 2 mana pour retourner un équipement ou un véhicule dans notre grave dans notre main. Donc ça nous donne de la petite récursion, il est bon en late game quand que, justement on a vécu un board wipe ou quand un de nos équipements est mort. On pourrait penser à la Spear of Leonidas qui est quand même importante dans la stratégie dans l'idée de donner double strike. Mais là on pourra justement le récure puis en plus réduire le coût de nos équipements et lui-même of Flying. Donc c'est juste plein d'habilités vraiment cool. Après ça, des équipements qui n'ont pas nécessairement qui sont pas légendaires, mais qui vont offrir de l'évasion, ce qui est vraiment important pour qu'on puisse toucher nos adversaires. Pas les toucher comme ça, là, mais qu'on puisse connecter dans eux et piocher de la carte, creuser dans le deck. Cliffhaven Kitzel qui va s'auto-attacher direct en rentrant, qui donne Flying. Zephyr Boots qui donne Flying, et lorsqu'on connecte, on peut Draw and Discard, ce qui est intéressant avec toute l'idée d'utiliser le cimetière. Trailblazer Boots qui donne Non-Basic Landwalk.
Donc souvent va être imbloquable, sauf peut-être dans certains decks, contre certains decks monocouleurs, mais même là, tout le monde joue des utilities. Prowler's Helm qui donne Can be blocked except by walls. Donc désolé Arcades, tu vas être le seul qui va pouvoir bloquer, les autres vont manger une colle. Et Brotherhood Regalia, je pense que c'est une des cartes qui est le plus hypée de Assassin's Creed, qui vaut super cher pour une Unco. Ward 2 et Can be blocked, puis ça s'équipe pour 1 sur les légendaires, donc c'est juste fait pour le deck. Vous allez me dire ça vient d'Assassin's Creed comme Cassandra. Mais bref. Et dans les ajouts pour l'interaction, pour essayer de vraiment faire passer nos créatures, c'était ça l'idée derrière l'interaction que j'ai décidé de rentrer. Winds of Abandon qui va être soit un Path to Exile pour 2 mana en Sorcery, ce qui est pas très très bon, mais on a aussi la versatilité de pouvoir le jouer pour 6 pour juste wiper toutes les créatures ennemies. Ils vont pouvoir aller chercher des basics en jeu. Mais l'affaire, c'est que là, toi tu te dis, ben là, ils vont aller chercher plein de land, ils vont ramper. Ton but, c'est de sortir ceux qui sont le plus profitables avec leur basic. Puis on va se le dire, la gang, le monde qui joue beaucoup de basic dans leur deck en 2025, c'est très très rare. Ben pas c'est rare, mais je veux dire, ça va être dans les decks mono 2 couleurs. Mais souvent, les gens jouent des decks 3 couleurs avec peut-être au max 10 basic dans leur deck qui vont déjà avoir posé. Donc des fois, tu vas wiper 5-6 créatures sur un board ennemi, puis ils vont juste aller chercher genre 2 ou 3 basic. Fait que dans ce cas-là, ça peut être genre ça les rams, ça les avantage, mais toi en même temps tu peux sortir un joueur quand ce sort-là résolve. Puis la versatilité aussi, la modalité de pouvoir le faire pour 2 est vraiment intéressante. Sinon on a Dispatch qu'on a remplacé notre petit Swords par. Donc dès qu'on a 3 artefacts, ça va être juste un exil créature, ce qui est vraiment bon pour faire passer nos attaquants. Puis on se rappelle Swords, il va gagner un peu de points de vie, donc dans l'idée de vouloir être un deck aggro, c'est pas super bon. Sundering Eruption puis Witch Enchanter, c'est 2 MDFC que j'ai décidé de rentrer. Witch Enchanter qui va nous offrir de l'interaction, donc il va pouvoir péter artefact ou enchantement en rentrant, puis sinon c'est juste une plaine qui fait 3 dégâts si on le rentre en tap. Et Sundering Eruption, particulièrement cool, qui va donner justement de l'imblockabilité à notre équipe jusqu'à la fin du tour et qui va nous permettre de péter un land souvent utilitaire. Donc il y a comme cette espèce de modalité là, puis en plus c'est un MDFC, donc c'est un land de l'autre côté, vraiment vraiment cool. Sur le late game, ça va juste être incroyable. Puis sinon, ben, en mid game, ça peut péter quand même des lands utilitaires aux gens. Et Taunt from the Rempart, une carte en Boros, je pense, une des cartes les plus puissantes en vrai en Boros. 5 mana, on go de tout. Les créatures des adversaires. Et jusqu'à notre prochain tour, ces créatures-là ne peuvent pas bloquer. Donc vous comprendrez que, de 1, ben, ça nous permet de nous autres, pendant notre tour, si on joue en first main phase, de passer avec toute notre équipe, de piocher plein de cartes avec Cassandra. Le Double Strike va clairement tuer quelqu'un. Puis après ça, ben, ceux qui sont en vie, ils vont devoir se finir entre eux. Puis vu que leurs créatures ne peuvent pas bloquer, leurs créatures à eux vont pouvoir connecter dans d'autres joueurs et donc les tuer. Donc notre interaction est vraiment basée sur le fait de faire passer nos créatures de 1 et également de juste tuer la table. Ça va pas être hyper important d'enlever des value pieces ennemis avec des spot removal parce qu'on va tuer les joueurs avant qu'ils puissent profiter de leur value piece. Je prends un petit 3 secondes pour remercier mes Patreons qui supportent la chaîne. Si jamais ça vous intéresse, il va y avoir le lien en description. La prochaine catégorie, Newin avait mis beaucoup d'importance là-dessus, c'était la protection. Il voulait qu'on en rajoute parce que souvent le deck, ben, il va fall into pieces si le commander se fait gérer quelques fois. Donc, on avait déjà Mother of Runes dans la liste, on a juste rajouté Giver of Runes et Skrelv, qui sont 2 super bons engins que tu poses début de game, et qu'après ça dit, tes créatures ne peuvent plus être ciblées, ou en tout cas ils peuvent être ciblés, mais au coup de perdre le removal, puis qu'il va falloir en jouer un deuxième. Puis ça, c'est si on n'a pas de nous autres une réponse après ça. Silver Shroud Costume, qui est un équipement qui va pouvoir rentrer avec Flash, donner Shroud à quelque chose, auto-s'équiper, et après ça qui donne de l'évasion, il donne Can Be Block à une créature. Robe of Stars, un préféré de ma personne. 2 mana, plus 0, plus 3 à la créature équipée. Il s'équipe uniquement pour 1 mana, super fort. Et il va pouvoir donner Astral Projection. Donc pour 2 mana, on va faire que la créature équipée phase out. Et on se rappelle, phase out, c'est qu'elle disparaît. Et elle disparaît avec tout ce qui est équipé ou attaché dessus. Donc si par exemple quelqu'un arrive pour caster, je sais pas moi, un Ruinous Ultimatum, ben bonjour, tu fais phase out tout, y compris ta Robe of Stars, et tous tes équipements dessus, tout va être wipé. Et toi, après ça, à ton début de tour, ça va revenir avec tous tes équipements dessus. Et en plus de ça, ben t'as encore la protection avec le Robe of Stars pour 2 mana. Et il y a même des tours, Newin, où est-ce que tu vas pouvoir littéralement rien jouer parce que ta Cassandra est assez grosse ou ta team est déjà assez grosse. Tu as ta Robe of Stars équipée, tu te gardes, je sais pas moi, 8 mana ou 6 mana. Et là, tu threatens de pouvoir activer 3 ou même 4 fois l'habilité parce que le petit downside, c'est que si quelqu'un joue un removal et là tu l'actives, le monde peut répondre avec un autre removal et là ça va passer. Mais si tu gardes plein de mana ouverts, ben là on ne peut rien faire. Le monde peut juste rien faire. Donc sur les setups de late game, on pourra littéralement garder notre main pleine et juste se baser sur le Robe of Stars qui va faire tout le travail pour protéger notre équipe. Ça va juste être hyper incroyable.
Akiri, qui est comme une façon de protéger le chef de 1, mais aussi de piocher. Vu qu'on veut go wide dans l'idée que des créatures équipées, Akiri va pouvoir nous faire piocher 3 cartes par tour quand même, c'est assez important. Et pour un blanc, on peut désattacher un équipement pour donner indestructible à la créature. C'est aussi super super cool d'avoir justement cette petite manière-là pour un seul mana de se protéger en tout temps. Puis Akiri va vraiment gonfler notre main encore une fois. Et mon dernier petit ajout qui est un peu spicy, c'est Teshar Ancestor's Apostle. 4 mana pour une 2-2 flying, porte super bien des épées lui aussi. Dès qu'on caste un Historic Spell, donc que ce soit toutes nos créatures légendaires qu'on a rentrées ou tous nos équipements / artefacts, on pourra ramener une créature qui coûte mana value 3 ou moins en jeu. Ce qui est chouette avec Teshar, c'est que grâce à la Spear of Liendos qu'on a mentionné plus tôt, on avait l'option de pouvoir défausser 2 cartes pour piocher 2 cartes. Et on a mentionné depuis le début quelques petites cartes qui nous permettent de pitcher des cartes au cimetière, comme les Zephyr Boots. La liste joue l'équipement à 2 mana, que lorsque tu connectes, tu piges 2, défausses 1. Donc vous voyez, il y a plein de petites manières de creuser dans le deck, puis de mettre des cartes au cimetière, principalement avec justement le second chef du deck, avec la Spear. Et là, après ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est en défausser des créatures qui coûtent 3 mana au moins, et les ramener tout de suite avec Teshar lorsqu'on casse un petit équipement, un petit Skrelv même. Et là, vous allez vous sentir vraiment comme des dieux parce que vous allez faire beaucoup de value, beaucoup de card advantage parce qu'au final, vous défaussez même pas de la carte. Vous la piochez puis vous la mettez en jeu dans l'idée. Donc, ça vous fait du ramp ainsi que de la pioche. Teshar, vraiment, vraiment incroyable. Puis comme j'ai dit, il porte super bien les épées. Et finalement, nos derniers ajouts, c'était au niveau de la land base. Tu as commencé à 35 lands, je crois, la liste. On a gonflé ça un peu. Donc, on a rajouté 2 lands de Modern Horizon, Arena of Glory puis Monumental Edge, qui vont avoir les deux des avantages quand même assez importants dans ta liste. Arena of Glory qui va pouvoir donner haste, entre autres. Oui, tu exertes la laine, mais en même temps, donner haste sur certaines phases d'attaque, ça peut être vraiment incroyable. Cassandra a déjà haste, mais on se rappelle, la liste va pas nécessairement chercher à tout le temps Voltron avec Cassandra. On a d'autres pistes qui peuvent bien porter des équipements. Donc, en late game, Arena of Glory peut vraiment faire le taf. Et Monumental Edge va vous permettre de creuser si jamais on est vraiment à sec, pour essayer de creuser pour justement une créature légendaire qu'on joue beaucoup ou un équipement, vu que c'est un historique que ça va chercher dans le top 5. Inventor Sphere, dans l'idée, va pouvoir aller aussi nous chercher un équipement, si on a Metalcraft, puis en plus, ça va nous donner un petit peu de points de vie, c'est juste mignon. Et 2 lands pour nous coloriser, Arid Mesa et Exotic Orchard. Arid Mesa qui a le texte bonus d'aller nous chercher notre Surveil Land, vraiment, vraiment cool. Pour les stats du deck, le deck a commencé avec 35 lands, comme je le disais, et on passe maintenant à 37. Le liste a commencé avec 29 artefacts et on finit avec 35, donc quand même un gain de 6 artefacts, quand même assez cool pour justement nos petites stratégies, nos petites synergies de Monumental Edge, Inventor Sphere, ce genre de choses. Ça va juste faire cohésionner encore plus la liste, puis on le sait, quand tu joues une liste avec comme un thème précis, c'est cool de gonfler ça vraiment au max. Donc ici, le plus 6 va vraiment donner un petit bonus intéressant. Et la curve, en plus de ça, elle a passé de 3 mana en moyenne à 2.66. Donc on a quand même abaissé ça de quasiment 0.4. Vraiment, vraiment cool. Tu vas sentir que justement, jouer ton deck, ça va être encore plus explosif. Tu vas faire plus de choses en début de game. Poser des 2-drop, des 1-drop assez intéressants. Pour qu'après ça, Cassandra sorte, elle aille chercher ton équipement, que tu te mettes à piler plein d'équipements sur toutes tes créatures, que tu te mettes sur Cassandra, puis tu te mettes à soit Voltron le monde out, ou à justement out aggro les gens avant qu'ils puissent se développer. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire le classique. Puis sinon, je vous dis à la prochaine. Puis merci Newin. Jerry du futur ici pour vous annoncer le résultat du tirage qui a été fait il y a... Jerry du futur ici, on est là dans le fond pour... Jerry du futur ici pour vous annoncer le résultat du...